Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc démarrer notre 10e séance en poursuivant le contenu relatif au chapitre 5, traitant des fonctions de l'entreprise. Rappelez-vous, on a considéré l'entreprise sous l'angle de l'approche fonctionnelle comme un organe doté de plusieurs fonctions, à la fois différentes mais interdépendantes, et que l'objectif final est l'atteinte des objectifs escomptés en essayant de répondre aux finalités de l'entreprise, notamment sur le plan économique à travers la création de valeur. Donc aujourd'hui, nous avons déjà présenté les trois principales fonctions, à savoir la fonction direction générale, la fonction achat et approvisionnement et la fonction de production. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à discuter les principales fonctions d'entreprise avec notamment la fonction marketing et action commerciale. L'activité commerciale d'une entreprise repose sur le marketing, notamment pour étudier le marché et connaître le comportement des consommateurs. Donc, le marketing se caractérise par un ensemble de moyens dont disposent les entreprises en vue de créer, de conserver et de développer leur marché. Elle repose d'une part sur la connaissance du marché et d'autre part sur la connaissance du consommateur. Et enfin, sur la mise en œuvre du marketing mix, qui est une stratégie qui consiste à étudier quatre variables fondamentales: la politique de produit, la politique de prix, la politique de communication et la politique de distribution. Commençons donc par la première variable qui renvoie à la connaissance du marché et qui constitue la mission principale de la fonction commerciale et marketing. Par connaissance du marché, on entend principalement l'identification des caractéristiques structurelles du marché. Rappelez-vous, vous avez étudié en première année, notamment par rapport à votre module Introduction à l'économie, la typologie du marché en fonction des caractéristiques de l'offre et de la demande. Et auquel cas, vous avez distingué le marché de concurrence pure et parfaite, dans lequel il y a une homogénéité et atomicité de l'offre et de la demande, autant de demandeurs que d'offreurs. Vous avez caractérisé le monopole quand il y a un offreur face à plusieurs demandeurs, oligopole lorsqu'il y a plusieurs offreurs face à plusieurs demandeurs. Donc, on entend par connaissance du marché, c'est effectivement l'identification des caractéristiques structurelles du marché, l'étude de marché proprement dite et le niveau de concurrence sur le secteur, ce qu'on appelle la rivalité inter-entreprise, et les menaces qui peuvent influencer donc l'activité et les décisions d'entreprise qui sont spécifiques à un secteur par rapport à l'autre. Donc pour cela, on fait appel au concept de la segmentation. Donc la segmentation marketing d'un marché se fait à l'aide de l'étude de marché. Donc quand on parle de la segmentation, on fait allusion au découpage du marché selon des groupes homogènes de consommateurs ayant des caractéristiques communes. Donc la segmentation est une opération d'analyse du marché qui consiste à rechercher dans une population une partition en groupe caractérisée par une fonction de demande homogène appelée segment. Donc la segmentation permet de découper un ou plusieurs marchés en différentes parties homogènes appelées segments. Donc là, le segment représente un groupe de consommateurs ayant des caractéristiques communes, où les consommateurs présentent des caractéristiques communes, notamment sur la base de l'âge, du sexe, lieu géographique de résidence, la profession, la situation familiale, etc. Ces segments peuvent également se subdiviser en micro-segments, ce qu'on appelle les créneaux ou les niches. Généralement, une niche représente une fraction d'un segment sur lequel l'entreprise possède une compétence distinctive qu'on appelle l'avantage concurrentiel. C'est un avantage qui va la distinguer par rapport aux concurrents, où il est très peu attaqué par la concurrence et sur laquelle la rentabilité est importante. La segmentation va permettre de regrouper les consommateurs en un ensemble homogène selon plusieurs critères. Ces critères peuvent être classés selon trois catégories: les critères propres au processus de décision du consommateur, les critères qui renvoient aux caractéristiques intrinsèques du consommateur, et enfin les critères qui sont liés à l'environnement du consommateur.
Première catégorie, ce sont donc les critères qui décrivent le processus de la décision d'achat par les consommateurs et qui renvoient principalement à leur comportement d'achat. Il s'agit de variables d'exigence ou d'attitude que le consommateur a vis-à-vis d'un produit quelconque. Donc, elle correspond à la nature du besoin à satisfaire, l'achat du produit, est-ce qu'il est spontané, est-ce qu'il est réalisé à la suite d'un conseil d'une tierce personne, à la suite d'une information lue dans un magazine, etc. La nature de l'achat, est-ce qu'il s'agit d'un premier achat, achat régulier, non régulier, etc. Le nombre et le type de magasin visité par le consommateur, et là on renvoie à des critères qui vont décrire ou qui vont être inspirés des différents circuits de distribution que l'entreprise offre aux consommateurs. Deuxième catégorie, ce sont les critères qui décrivent les caractéristiques du consommateur. Donc là, on a des critères sociodémographiques comme l'âge, le sexe, les revenus, la situation familiale, le nombre d'enfants, niveau d'instruction, catégorie socio-professionnelle, ou encore la situation géographique. Et on a des critères psychologiques ou psychographiques, notamment qui renvoient au socio-style. Donc, il s'agit principalement des comportements de consommation liés au style de vie et qui reposent sur les valeurs, les attitudes et les croyances. Troisième et dernière catégorie renvoie aux critères qui décrivent l'environnement du consommateur, tels que la culture, le groupe d'appartenance, etc. et qui peuvent influencer l'attitude et le comportement à l'achat. Et donc, pour connaître les besoins des consommateurs, pour identifier les besoins des consommateurs, Abraham Maslow nous a proposé une pyramide qu'on appelle pyramide de Maslow, qui hiérarchise les besoins des consommateurs en 5 niveaux. Donc, on a une hiérarchisation des besoins selon 5 niveaux et qui sont graduels. D'abord, un consommateur cherche à satisfaire des besoins de nature physiologique. Manger, se nourrir, se vêtir, se loger, survivre. Par la suite, une fois que ces besoins sont satisfaits, il passe à une autre catégorie de besoins. C'est la sécurité, la recherche de la sécurité qui renvoie à la protection physique et morale. Et par la suite, les besoins d'appartenance à travers les processus de socialisation, le fait d'appartenir à un groupe social, à une classe sociale, se sentir aimé, accepté par sa famille, par ses collègues de travail, son entourage, ses amis, etc. Et par la suite, le consommateur va rechercher les besoins d'estime, se sentir respecté par son entourage, réussir socialement, et enfin vient donc la recherche de l'épanouissement personnel à travers le besoin de s'accomplir, en réalisant les rêves, les aspirations, et en essayant même de se dépasser par rapport aux compétences et par rapport aux objectifs à réaliser. Donc là, comme vous voyez sur l'écran, il s'agit d'une pyramide selon laquelle les besoins sont hiérarchisés graduellement en fonction de leur importance et de leur urgence. On commence par le minimum vital. Le minimum vital, c'est les besoins physiologiques, par la suite les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance et d'estime, et vers la fin, les besoins d'épanouissement ou de s'accomplir. Et donc, le rôle du marketing est double. Il s'agit d'une part d'identifier les besoins afin d'y faire correspondre les produits et de surveiller l'évolution de ces besoins, et d'autre part, de concevoir de nouveaux besoins, créant ainsi de nouveaux marchés. Et donc là, la direction marketing ou la direction commerciale a pour but, d'une part, d'identifier les besoins pour les satisfaire à travers la production des biens et services, de surveiller l'évolution de ces besoins pour que l'entreprise suit les changements des besoins et par conséquent, elle va s'adapter à travers la modification de son offre, des produits ou de services. Et d'autre part, elle peut elle-même créer de nouveaux besoins en créant de nouvelles opportunités ou nouveaux marchés. Les exemples des smartphones, des tablettes sont très illustratifs à ce sujet. Et donc, pour qu'elle s'adapte aux évolutions des besoins des consommateurs, la direction marketing et commerciale tient compte à la fois
des facteurs individuels qui sont propres aux individus et des facteurs sociaux qui émanent bien entendu généralement de l'environnement, du consommateur. Les facteurs individuels témoignent du fait que les besoins ne sont pas identiques pour tous les individus et donc les besoins peuvent évoluer également en fonction des facteurs à la fois individuels et sociaux. Dans les facteurs sociaux, on retrouve par exemple l'impact de l'évolution technologique à travers l'apparition de nouvelles technologies qui va être à l'origine de nouveaux produits, créant ainsi de nouveaux besoins, comme la TNT par exemple à l'époque, télévision numérique terrestre, et ainsi de suite. Donc, le progrès technique, l'évolution technologique fait apparaître, fait émerger de nouveaux besoins et qui fait que les attentes des consommateurs évoluent en fonction du degré de développement technologique. Il y a aussi les mutations de la société, c'est-à-dire les transformations et les changements sociaux que connaît une société et qui permettent de modifier considérablement les besoins des consommateurs. L'augmentation des besoins de communication, l'exemple de portable, d'Internet, la montée en puissance des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. De déplacement, donc il y a aussi le déplacement, la mobilité. Et donc là, on fait référence aux différents moyens pour assurer la mobilité, le déplacement géographique. De la part des loisirs dans la consommation globale, de plus en plus, les individus cherchent le divertissement. Netflix, par exemple, les abonnements qui permettent d'accéder aux séries. Et finalement, les normes et les statuts sociaux qui participent à l'évolution des besoins. L'appartenance à un groupe et le passage à un groupe supérieur va entraîner une évolution des besoins. Donc d'abord, il y a l'appartenance à un groupe, la socialisation, et par conséquent, lorsque les consommateurs passent d'un groupe social à un autre groupe supérieur, cela impacte systématiquement leur attitude et leur comportement d'achat. D'où l'importance de prendre en considération l'influence des normes sociales, sans oublier aussi les traditions, les cultures, les coutumes, les croyances religieuses, bref, les valeurs qui influencent également les besoins et leur évolution. Quels sont donc les facteurs influençant l'acte d'achat? Donc, la connaissance du consommateur passe également par la compréhension des motivations et des freins à l'achat. Donc, on retrouve plusieurs motivations qui peuvent expliquer l'achat ou le non-achat d'un produit. On distingue au moins 7 types de motivations. Il y a des motivations psychosociologiques, l'achat qui relève des considérations psychologiques, par exemple, rouler dans une voiture sportive, marque allemande, pour affirmer sa puissance. Donc là, on s'identifie dans la marque. Donc là, le consommateur va chercher un produit ou un service pour des considérations psychosociologiques et qui a pour but donc de s'affirmer dans un groupe donné, ou dans la société en général. Il y a des motivations physiologiques qui renvoient donc aux besoins physiologiques. Consommer sans sucre, c'est diabète, par exemple. Donc là, par contrainte, ou par besoin physiologique, en fonction des caractéristiques propres à chaque individu. Il y a des motivations rationnelles qui renvoient à un achat raisonné, basé sur des critères objectifs, acheter par exemple un lave-linge économique, peu encombrant, etc. Il y a des motivations affectives, émotionnelles, achat passion reposant sur des critères subjectifs, donc l'émotion, l'affection. Il y a des motivations hédonistes qui justifient la recherche du plaisir personnel en achetant un produit ou un service. Il y a des motivations oblatives, c'est le plaisir d'offrir à quelqu'un. Et il y a donc les motivations d'auto-expression. C'est le désir d'exprimer au travers des produits ce qu'on en est ou ce qu'on voudrait être. C'est l'achat de marque. Et généralement, les consommateurs s'identifient dans ces actes d'achat. Quant aux freins, donc, il s'agit de forces conscientes ou inconscientes qui limitent ou empêchent l'achat.
Il y a les freins culturels liés à l'éducation, à la culture individuelle ou familiale. Il y a des freins sociaux, l'appartenance sociale, des freins physiques qui ont en relation avec les caractéristiques physiologiques ou même la proximité. Et il y a des freins financiers, c'est par rapport aux revenus, aux prix, etc. La typologie usuelle des freins identifie 3 catégories. Il y a les inhibitions, autocensure développée par une raison culturelle, religieuse ou psychologique. Il y a les peurs, difficultés réelles ou supposées attribuées par un consommateur à un produit. Il y a donc les risques, les incertitudes portant sur l'achat, risques financiers, risques pour estime de soi, etc. Et donc pour cela, la direction générale développe donc des politiques générales que la direction marketing commercial doit prendre en considération en développant une politique spécifique qu'on appelle la politique marketing ou la politique commerciale et qui représente ce qu'on appelle le marketing mixte. Et donc, le marketing mixte renvoie à l'ensemble de toutes les forces coordonnées par le marketing, la direction marketing, que l'entreprise peut réunir pour atteindre ses objectifs stratégiques. Il représente également l'ensemble des variables dont l'entreprise dispose pour influencer le comportement de l'acheteur. Notamment, il s'agit de la politique produit, la politique prix, la politique place qui renvoie à la distribution et la promotion, c'est-à-dire la commercialisation et la communication. Et donc là, on parle d'une stratégie marketing mixte qui renvoie aux 4 politiques, produit, place, prix, promotion, et ce qu'on appelle le mixed marketing. La politique produit a pour but de prendre en considération les spécificités ou les caractéristiques propres à un produit et qui doivent transposer ou refléter les besoins exprimés ou non par les consommateurs. Donc, il s'agit de définir une politique qui consiste à prendre des décisions relatives à la vie du produit ou d'une famille de produits, ce qu'on appelle la gamme de produits, et relevant d'un des domaines suivants: le positionnement de l'entreprise par rapport au produit, la gamme des produits, donc c'est l'offre diversifiée des produits, l'innovation en termes des caractéristiques de manière à s'adapter continuellement aux besoins des consommateurs, la modernisation ou l'abandon du produit. Tout produit donc passe par 4 phases, ce qu'on appelle le cycle de vie d'un produit. Il y a le lancement du produit, proprement dit, c'est le démarrage. Par la suite, la croissance, la maturité et le déclin. Au niveau de la politique prix, elle consiste à prendre des décisions stratégiques et opérationnelles en matière de la fixation des prix de vente des produits et services nouveaux, des modifications de prix des produits existants et des modulations tarifaires prévues et autorisées pour la force de vente, notamment les réductions commerciales et financières, les rabais, les ristournes, les promotions. Et d'une manière générale, la fixation du prix de vente d'un produit est une décision majeure en raison de l'influence que ce prix exerce à la fois sur le volume des ventes et sur la rentabilité du produit. Troisième variable, c'est la communication, ce qu'on appelle la commercialisation et la promotion. Donc d'abord la communication commerciale, qui est fondée de façon à faire connaître le produit, ensuite à créer chez la cible visée, notamment les clients, une attitude favorable au produit, et enfin de persuader la cible visée pour acheter le produit en question. De là, on aboutit à 3 objectifs d'une action de communication. D'abord, faire connaître le produit, c'est-à-dire informer sur les caractéristiques du produit, l'utilisation du produit, et c'est ce qu'on appelle donc la phase cognitive. Donc là, il s'agit de faire connaître le produit, ses caractéristiques auprès de la cible visée, le client potentiel. Elle a pour objectif aussi de chercher à développer une attitude favorable à l'égard de l'entreprise et de ses marques, de ses produits, ce qu'on appelle la phase affective,
dans laquelle l'entreprise cherche à construire ou à développer une image positive d'un produit ou service d'une marque ou de l'entreprise elle-même. Et enfin, persuader la cible visée d'acheter le produit. Ce qu'on appelle la phase comportementale, qui a pour but d'inciter la cible à acheter le produit. Donc, selon ces trois phases, l'action de communication s'articule pour, bien entendu, remplir ces trois missions. Faire connaître le produit dans une phase cognitive, développer une attitude favorable à l'égard des produits de l'entreprise et de ses marques dans la phase affective et persuader la cible visée de manière à pousser le client potentiel à acheter. Et là, on renvoie à la phase comportementale. Et donc, l'entreprise a le choix en matière de stratégie de communication entre une variation des moyens de communication. Et donc, il peut utiliser plusieurs sources pour qu'elle communique sur ses produits, sur ses marques ou sur elle-même. Il y a ce qu'on appelle la communication média et la communication hors média. La communication média ou la publicité média consiste à informer et à convaincre le consommateur d'acheter le produit via des canaux de communication de masse, comme la presse, le cinéma, la radio, la télévision, l'affichage et Internet. Et il y a la communication hors média qui se compose de 4 formes. La promotion des ventes, ce qu'on appelle les jeux, les concours, les offres de prix, la promotion sur le lieu de vente, etc. Il y a la communication institutionnelle à travers le sponsoring des événements, le mécénat d'activités d'intérêt général, comme ce que vous voyez dans le sport, la musique, la culture en général. La communication directe, appelée aussi marketing direct, à travers le mailing ou le phoning, quand on envoie des emails de promotion, quand on appelle des consommateurs pour leur présenter une offre ou des promotions. Et enfin, la participation à des foires ou des salons pour pouvoir prospecter des clients potentiels. Donc là, on a vu généralement le rôle et la mission de la fonction commerciale et marketing qui consiste d'abord à connaître le marché de manière à identifier ses caractéristiques structurelles et par la suite comprendre le consommateur. La connaissance du marché est faite à l'aide de la segmentation. Et nous avons vu les différents critères de la segmentation de manière à distinguer les groupes de consommateurs ayant les mêmes caractéristiques. Ça peut être des critères liés au processus, qui renvoient aux caractéristiques du consommateur ou même à l'environnement du consommateur. Et par la suite, nous avons vu comment on peut comprendre les besoins, identifier et comprendre les besoins des consommateurs pour pouvoir proposer des biens ou des services adaptés à leurs spécificités. Et une fois l'entreprise identifie les besoins, donc elle doit adopter une stratégie marketing. Et donc c'est le rôle de la direction marketing à travers le mixed marketing qui tient compte des 4 variables fondamentales. Le produit, les caractéristiques de produit, la politique de fixation de prix, la communication, donc la communication, la promotion et la communication, et enfin la distribution. C'est la mise à la disposition des produits au consommateur final en tenant compte de plusieurs circuits de distribution. Ça peut être de la distribution directe, lorsque l'entreprise propose elle-même les points de vente sur lesquels l'entreprise peut acheter directement les produits, ou tout simplement, elle peut développer un canal de distribution via l'intermédiation des distributeurs. L'exemple de la grande distribution que vous connaissez, les grandes surfaces, supermarchés, hypermarchés, et qui offrent bien entendu le service de la distribution aux grandes entreprises qui souhaitent commercialiser une partie ou la totalité de ces produits. D'où le rôle ou l'importance de la fonction marketing dans une entreprise. Passons donc à la 5e fonction, la fonction comptable et financière. Donc là, vous avez déjà eu un cours sur la comptabilité générale. Donc vous avez compris que la comptabilité elle est fondamentale du point de vue déjà juridique parce qu'elle est obligatoire. En fonction du code de commerce, toute entreprise créée doit tenir une comptabilité conformément au code général de normalisation comptable. Et la tenue des comptes doit répondre au principe de l'image fidèle, à ce que les documents comptables reflètent la réalité de l'entreprise en respectant les 7 principes comptables. Rappelez-vous,
le principe du coût historique, le principe de la clarté, le principe de l'indépendance des exercices, l'importance significative, la continuité d'exploitation, etc. Donc, il y a 7 principes comptables que vous avez étudiés en comptabilité générale et qui ont pour but de répondre à l'image fidèle, parce que le bilan, le CPC, reflète la réalité économique de l'entreprise, qu'il n'y a pas de falsification, de manipulation des comptes. Et donc, la fonction comptable est un processus qui permet de satisfaire les besoins en information des tierces, internes et externes. Rappelez-vous, vous l'avez certainement étudié en comptabilité générale, c'est que les utilisateurs des documents comptables ou de l'organisation comptable sont à la fois des acteurs internes et des acteurs externes. En interne, il s'agit des dirigeants, des directeurs fonctionnels, des cadres, des employés. Et externes, ce sont les partenaires de l'entreprise, le banquier, l'actionnaire, le fournisseur, etc. Ces informations leur permettent d'analyser la situation de l'entreprise, de prendre des décisions. Rappelez-vous, à travers le bilan, on va avoir une idée sur la situation de patrimoine, de ce que possède l'entreprise en termes de biens, de droits et d'obligations. Et à travers le CPC, on va analyser l'activité de l'entreprise et les résultats dégagés. Parce qu'à travers le compte produits et charges, vous allez présenter les différents produits et différentes charges qui forment le résultat de l'exercice que l'entreprise dégage sur une période de 12 mois et qui permet d'avoir une idée sur la profitabilité de l'entreprise. Lorsque le résultat est positif, cela signifie que l'entreprise réalise un gain, un bénéfice. Lorsque le résultat est négatif, cela signifie que l'entreprise réalise une perte. Et donc, la fonction comptable doit satisfaire une obligation légale, donc c'est le droit commercial qui impose l'établissement d'une déclaration annuelle qui informe sur la situation de patrimoine, le bilan, et sur la performance de l'activité. C'est le CPC, compte produits et charges. C'est aussi un outil de gestion. La mise en place de la comptabilité analytique et budgétaire permet aux dirigeants d'avoir des informations pour la prise de décision. Donc, vous allez le voir en deuxième année. Au-delà de la comptabilité générale, il y a aussi la comptabilité analytique qui analyse la structure des coûts d'une entreprise de manière à vérifier la composition du prix de revient, du coût de production, pour prendre des décisions qui permettent à l'entreprise d'optimiser, de rationaliser l'utilisation de ses ressources. Et enfin, c'est un instrument de communication financière externe parce que les documents comptables sont souvent communiqués aux partenaires de l'entreprise et à travers ces documents, les partenaires évaluent la performance de l'entreprise et sa bonne gestion, notamment les actionnaires, les salariés, les banquiers, les fournisseurs, etc. Bref, je vous renvoie au cours de comptabilité générale que vous avez étudié en premier semestre. Au-delà de la fonction comptable, il y a aussi la fonction financière qui permet d'assurer aux décideurs qu'ils auront bien les fonds nécessaires à l'instant T pour financer telle ou telle activité. C'est donc à elle que revient la responsabilité de donner à l'entreprise l'opportunité et les moyens de se développer. Elle garantit aussi que le capital est investi de façon rentable. Donc là, on fait référence à la rentabilité financière, la rentabilité des capitaux propres, la rentabilité économique au sens large. Et la fonction finance s'occupe de toutes les activités en entreprise. Donc il est important qu'elle puisse permettre aux décideurs de savoir quelle activité est plus rentable qu'une autre. Ces aspects, vous allez le voir dans le cours d'analyse financière qui aura lieu en S4 et la gestion financière en S5. Donc là, vous devez juste comprendre qu'au-delà de la comptabilité, la direction comptable et financière doit aussi avoir des missions à dimension financière qui consistent d'abord à identifier la structure financière de manière à répondre aux besoins en termes de financement et de garantir la rentabilité des capitaux propres, des capitaux empruntés en fonction donc de la situation financière de l'entreprise. Donc là, on renvoie à l'autonomie financière, à la solvabilité, la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements, la liquidité, c'est le fait d'avoir des ressources de l'argent
pour répondre aux besoins à court terme. Donc, il y a de la liquidité générale, la liquidité immédiate. Bref, l'objectif, c'est d'appréhender les différents éléments caractérisant la santé financière d'une entreprise et qui vont au-delà de ces aspects comptables. Donc, il y a une différence entre la fonction comptable et la fonction financière. Sixième fonction, c'est la fonction GRH, gestion des ressources humaines, qui s'occupe, bien entendu, de la valorisation du capital humain, notamment les salariés. Donc, la fonction RH tient compte de la motivation du personnel. Donc, si certaines entreprises sont aussi performantes et innovantes, c'est grâce, entre autres, à son capital humain. Et par conséquent, c'est une fonction qui cherche principalement à gérer, à motiver, à fidéliser les salariés, les employés, dans une logique de performance sociale ou de performance économique. La fonction ressources humaines a pour mission de faire en sorte que l'organisation dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement et que ce personnel fasse de son mieux pour améliorer la performance de l'organisation tout en s'épanouissant. C'est-à-dire qu'il s'agit de recruter les bonnes ressources humaines nécessaires aux besoins de l'entreprise. Ces ressources doivent être valorisées, motivées et fidélisées pour garantir la performance économique de l'entreprise. Parce que cette performance économique est tributaire de la performance sociale. D'où l'importance de les valoriser et de les reconsidérer. L'importance de la fonction ressources humaines peut s'appréhender à plusieurs niveaux. Sur le plan de la production, la fonction va permettre à l'entreprise de disposer d'un personnel compétent qui pourra améliorer la compétitivité et la productivité de l'entreprise. Donc, détenir un capital humain peut constituer un avantage concurrentiel en termes de compétences distinctives par rapport aux concurrents. Sur le plan commercial, la gestion des ressources humaines va contribuer au recrutement de personnel de vente efficace et compétent, ce qui permettra d'améliorer le chiffre d'affaires, d'où la relation entre la performance sociale et la performance économique. Sur le plan financier, une gestion pertinente des ressources humaines va permettre de limiter ou d'optimiser les dépenses liées au salaire, mais tout en respectant la législation en vigueur. Donc, on ne va pas sous-estimer la contribution des salariés sous prétexte de rationalité financière. Donc là, il s'agit d'optimiser les dépenses dans le respect de la législation en vigueur. Sur le plan stratégique, la fonction permet à l'entreprise de se différencier de la concurrence grâce à l'excellence de son personnel, de son capital humain. On parle de capital humain qui est une composante du capital immatériel. Les fonctions, quelles sont les fonctions de gestion des ressources humaines? D'abord, c'est le recrutement. C'est la recherche d'une adéquation entre les besoins de l'entreprise et les compétences d'un individu. Ayant repéré ses besoins en personnel, l'entreprise devra formuler précisément ses attentes et les compétences nécessaires pour y répondre. D'où un document indispensable, c'est la fiche de poste, ce qu'on appelle le descriptif de poste. Vous allez le voir dans un cours de gestion des ressources humaines en 3e année. Deuxième fonction, au-delà du recrutement, c'est la rémunération de personnel. Donc, il y a la rémunération fixe, c'est le salaire. Il y a une rémunération variable, c'est les primes de rendement, de performance, lorsque un employé réalise une performance donnée. Et il y a la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui représente des scénarios concernant le futur de l'entreprise et qui doivent être élaborés pour définir quels sont les futurs besoins en termes de profil, en termes de compétences, et qui vont être exprimés par des recrutements à l'extérieur, de la formation continue pour s'adapter au changement de l'environnement. La fonction ressources humaines a pour finalité également l'amélioration des conditions de travail de manière à réduire les risques de santé, de sécurité au travail. Rappelez-vous, avec la crise actuelle, on s'aperçoit de plus en plus de l'importance de la gestion de l'hygiène, de la santé, de la sécurité sur le lieu de travail et aussi faire face à la gestion du stress pour éviter toute démotivation des salariés qui impacte leur rendement et leur engagement en entreprise. Il y a plusieurs modèles théoriques en gestion de ressources humaines. Donc, on va vous le présenter brièvement.
Le premier modèle que l'on peut qualifier de classique, il est historiquement rattaché au taylorisme, on va y revenir en deuxième semestre, et qui considère que les ressources humaines sont un simple coût à minimiser. L'employé est considéré comme un facteur de production et donc ils sont interchangeables à souhait. Cela signifie que tout simplement, l'entreprise peut changer facilement les ressources humaines comme bon lui semble. Le second modèle est celui de l'école des relations humaines, avec les trois principaux auteurs, Elton Mayo, McGregor et Maslow, qui considèrent que les ressources humaines ne sont pas seulement un coût à minimiser, mais c'est une ressource à valoriser. Donc cela doit s'ajouter la satisfaction du salarié, et ce dernier doit se sentir aimé et valorisé pour écarter son aversion à l'autorité. Donc là, tout simplement, il s'agit de considérer l'employé comme une ressource à valoriser. Le troisième modèle est celui de la gestion moderne des ressources humaines, avec entre autres Peters et Waterman et d'autres auteurs, qui considèrent que l'humain, l'homme, homme et femme, est l'essence primordiale de toute organisation. Le personnel est considéré comme une ressource pour l'organisation, impliquant un système de gestion participatif. Le personnel représente un potentiel créatif capable d'innovation et de prise volontaire de responsabilité, et le management doit donc leur confier des responsabilités, obtenir leur coopération. Donc là, on est dans la responsabilisation et la valorisation parce qu'on doit considérer le personnel comme une ressource à valoriser à travers un management participatif. Le quatrième modèle est celui de la gestion stratégique où le salarié servira l'organisation dans la mesure où cette dernière lui permet d'atteindre ses objectifs propres. Et là, il faut considérer la fonction ressources humaines comme fonction stratégique qui permet à l'entreprise de réaliser ses objectifs stratégiques à moyen et à long terme. D'où l'importance de leur valorisation et de leur considération. D'autres fonctions peuvent aussi surgir ou peuvent être observées en entreprise, comme par exemple la fonction qualité. La qualité en tant qu'un ensemble de propriétés et de caractéristiques d'un produit ou de service qui permet au client de satisfaire ses besoins et au producteur de comprimer ses coûts. La recherche de la qualité est toujours un impératif et de plus en plus elle est devenue une exigence à la fois par les consommateurs et par le marché. Et aujourd'hui, la qualité est omniprésente dans tous les produits et tous les services et qui doivent donc être conformes à des normes, comme par les normes de certification, la norme ISO. Et donc, une série de normes adoptées par la communauté internationale, qui commence par l'ISO 9000 avec la version la plus récente, 9001 en 2015. Bref, de plus en plus, les entreprises sont poussées à adopter des normes de qualité pour qu'ils remplissent certains critères ou certaines exigences en termes de qualité liées à leurs produits et services. L'objectif, c'est d'abord d'améliorer l'efficacité organisationnelle en réduisant les coûts et d'autre part, renforcer la satisfaction des besoins des consommateurs. Et donc, trois principaux objectifs de la qualité de l'entreprise, c'est la maîtrise de la qualité en général, l'assurance de la qualité qui concerne le contrôle des normes, la satisfaction des normes, surtout dans une logique de certification. De plus en plus aujourd'hui, on parle de la qualité totale, ou TQM, Total Quality Management, qui renvoie à un ensemble de dispositifs qui permettent à l'entreprise, dans le cadre de sa démarche qualité, à impliquer et faire participer l'ensemble des salariés. L'objectif, c'est de promouvoir la qualité en entreprise en développant une culture inspirée des valeurs ou des principes des cultures qui sont propres ou spécifiques à chaque entreprise. Et l'objectif final, c'est l'amélioration permanente des méthodes organisationnelles en suivant donc le modèle japonais et qui développe un certain nombre de dispositifs comme les cercles de qualité. Le cercle de qualité est un groupe composé d'une petite dizaine de personnes qui travaillent ensemble, par exemple des ouvriers d'un même atelier ou des employés du même bureau, de même équipe commerciale, etc.
et qui sont volontaires pour rechercher les causes des problèmes ou proposer des améliorations. D'autres fonctions peuvent être observées en entreprise, la fonction logistique, l'audit, le contrôle de gestion, etc. Et selon les cas, les entreprises peuvent avoir d'autres fonctions, telles que la fonction d'organisation, la fonction des systèmes d'information, la fonction des moyens généraux, la fonction de contrôle-gestion, etc. Si les appellations changent, toutes ces fonctions ont été présentées dans ce chapitre, directement, indirectement. Et durant votre formation, vous allez revenir sur certaines fonctions avec plus de détails. En conclusion, ce chapitre vous a permis de visualiser le fonctionnement des entreprises en interne et les relations de certaines fonctions avec leur environnement. Le dernier chapitre, qui va s'attarder sur la question de la stratégie et le processus de prise de décision, va vous permettre de voir comment on passe d'une analyse opérationnelle ou fonctionnelle à une analyse beaucoup plus stratégique. Donc, avant de terminer, je reviens sur les commentaires pour voir un peu si vous avez des questions. Voilà, donc si tout va bien, je termine cette séance et on se donne rendez-vous donc pour la séance prochaine pour discuter de notre dernier chapitre qui va être consacré à la stratégie et le processus de décision. Je vous ai laissé les documents sur l'UNT. Je vous demande toujours de lire attentivement le support de cours avant le démarrage de chaque séance. Et on se donne rendez-vous donc la séance prochaine pour pouvoir aborder notre dernier chapitre. Myriam nous pose une question. C'est quoi la différence entre ressources humaines et GRH? C'est la même chose. Ressources humaines, ce sont les salariés en entreprise. Les ressources humaines représentent le personnel. C'est l'ensemble des employés en entreprise. La gestion des ressources humaines est une fonction qui consiste à manager ces ressources humaines. C'est le capital humain. Grâce, entre autres, au recrutement, rémunération, gestion de carrière, l'avancement professionnel, etc. Et donc, c'est l'ensemble des pratiques managériales qui ont pour but la valorisation, la motivation, la fidélisation des ressources humaines dans une logique de performance. Rappelez-vous, la performance sociale conditionne la performance économique. Donc voilà, sur ce, je termine cette séance. On se donne rendez-vous donc lors de la séance suivante. Merci, très bonne continuation.